أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتباعه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي ونافذ قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك توان وتمتعه فيها طويلة بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين يا صعيب الزمان هدلكني ولا تولكني بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. Le bon et le mauvais rationnel, la deuxième partie. J'en suis arrivé. Aujourd'hui, je vais juste vous parler des raisons pour lesquelles la raison juge qu'une chose est bonne ou mauvaise. C'est-à-dire là, on ne parle pas, encore une fois, de la raison qui va être forcément utilisée dans la déduction des jugements. On va voir les différents types de raisons pour laquelle, donc voilà, la raison juge qu'une chose est bonne et mauvaise. Donc là, la raison, on va voir qu'est-ce qui nous concerne réellement dans ces raisons-là. Qu'est-ce qui concerne par rapport à la déduction des lois, ce type de choses. Donc comme on l'a dit précédemment, le bon et le mauvais fait l'objet du jugement rationnel. Ce qui fait l'objet du raisonnement rationnel, il n'est pas pris dans le sens discuté, aucune réalité extérieure autre que l'accord des gens de la raison à leur sujet. C'est-à-dire c'est ça le critère. Le bon et le mauvais, ça fait partie du jugement rationnel, de l'objet du jugement rationnel. Non pris dans le sens discuté, mais aucune réalité extérieure autre que l'accord des gens de la raison à leur sujet. Ceci peut être mis en évidence à travers l'étude des raisons pour lesquelles l'on juge qu'une chose est bonne ou mauvaise, dans le sens discuté, c'est-à-dire dans le sens où bon et mauvais sont ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Il faut aussi, pour bien situer l'objet du désaccord, distinguer parmi ces raisons celles qui correspondent à la preuve rationnelle et celles qui ne correspondent pas à cette preuve. Donc là, on va distinguer. On va expliquer pour quelles raisons une chose serait bonne ou mauvaise, suivant les différents types de raisons. Les raisons qu'on peut déduire sont en liaison avec 6 choses. Celles qui correspondent à la preuve rationnelle et celles qui ne correspondent pas à cette preuve. Premièrement, la nécessité rationnelle est présente lors de tout jugement purement rationnel. Elle doit être acceptée par elle-même car elle fait partie de ce qu'on possède et ses actes existent dans le monde extérieur, au-delà de l'accord des opinions des gens de la raison à son sujet. Parmi les choses au niveau desquelles s'applique la nécessité de la raison, on signale les propositions premières, Qadaya Awaliya, et les propositions innées, Qadaya Fitriya. Les propositions premières constituent l'objet d'un jugement rationnel pour elles-mêmes, c'est-à-dire dès leur position. Oui. Elles sont acceptées sans l'intermédiaire des sens. Vous allez retrouver cela dans le livre d'Abu Hamid el-Razali, Mihak el-Nazar fil Mantiq, l'épreuve de l'investigation logique, page 58. Édition Dar el-Nadwa el-Hadith, Beyrouth, il n'y a pas de date. Comme par exemple la conscience qu'a l'homme de sa propre existence. Les propositions innées sont connues non par elles-mêmes, mais par l'intermédiaire de quelque chose qui est connu. Ça on retrouvera toujours dans le livre d'Abu Hamid el-Razali, à la page 146. Par exemple, le jugement selon lequel le nombre 2 est la moitié du nombre 4. Dans de telles propositions, tout le monde s'accorde sur le fait que le jugement est rationnel et ainsi nécessairement il est ainsi nécessairement et personne ne nie ses nécessités. Et ils sont connus par elles-mêmes, donc là, 2, la moitié de 4, on ne peut pas l'expliquer pour quelle raison. C'est quelque chose de inné. La coutume, deuxièmement la coutume. Il se peut que parfois la référence à partir de laquelle on juge que quelque chose est bon ou mauvais soit les coutumes, les traditions et les us auxquels les gens sont habitués dans leur vie. En effet, on remarque que dans toutes les sociétés, qu'elles soient grandes ou petites, les gens louent les conservateurs qui respectent les traditions et les coutumes générales de la société et blâment
ceux qui les transgressent. Tout ceci se passe sans qu'on s'interroge sur l'origine rationnelle ou affective de ces coutumes et sans utiliser la réflexion purement rationnelle pour savoir si ces coutumes sont bonnes ou mauvaises. Par exemple, on blâme ceux qui adoptent un mode vestimentaire différent. Par exemple, si vous revenez dans les anciens ouvrages, vous allez retrouver que la coutume, par exemple, c'est de toujours couvrir sa tête pour un homme quand il sort dehors, notamment dans les pays du Golfe. Encore maintenant, peut-être il y a certaines personnes qui pensent comme cela, et dans certains vraiment endroits où il y a beaucoup des bédouins, on reste dans cette tradition-là. Vous allez trouver qu'ils couvrent toujours avec le, comment dire, c'est pas un kéfier, un foulard blanc, avec le rond, là je ne sais pas comment il s'appelle, noir, et une manière aussi différente aussi, il y a certaines manières de mettre ce foulard-là. Mais avant, sortir dans la rue sans couvrir sa tête était quelque chose de mauvais pour eux. Donc là on voit vraiment, c'est la coutume. On blâme ceux qui adoptent un mode vestimentaire différent, on blâme ou on loue celui qui laisse pousser sa barbe, et tout ceci pour des raisons liées à l'habitude et aux coutumes. Là, on n'est pas lié à la religion, puisque sinon c'est obligatoire de porter la barbe, mais pour certaines sociétés, c'est très très mauvais, ça fait sale d'avoir une barbe. Par exemple, si on remonte facilement à une vingtaine d'années, en 20-30 ans en France, la barbe n'était pas encore vraiment quelque chose de courant. C'est-à-dire, vous voyez vraiment que pour être propre, selon leurs critères, il fallait se raser. Par exemple, moi je travaille dans le milieu de la société, de la sécurité. À chaque fois, moi j'avais la barbe, mais à chaque fois ils disaient faut venir raser, quelque chose comme ça. Et parfois, dans certains sites, ils m'ont sélectionné ceux qui n'étaient pas rasés. Ceux qui étaient rasés, par exemple. Ou bien à une certaine époque, si vous revenez dans le début du XXe siècle, vous allez trouver que la moustache était d'usage. Hein, peut-être celui qui n'a pas une moustache, on va trouver ça pas bien, ou pas joli, quelque chose comme ça. Tout ça est lié aux coutumes. Ça n'a rien à voir avec une histoire de religion, parce que vous savez très bien que dans la religion, la barbe est obligatoire. Il est ajouté ici que les coutumes et les traditions diffèrent d'une société à l'autre. Ce qui est considéré comme bon dans une société peut être considéré comme mauvais dans une autre société et vice-versa. Il n'y a pas de doute que les jugements émis au sujet des questions de ce genre ne sont pas des jugements de la raison, et par conséquent ils ne font pas partie du sujet discuté. Donc ça ne concerne pas du tout, ce n'est pas du tout lié à notre sujet en fait. L'émotion psychique. Troisièmement, on juge parfois qu'une chose est bonne ou mauvaise en fonction des émotions psychiques, comme l'attendrissement, la compassion, la pitié, la timidité, la pudeur, la tristesse, la joie, etc. Le jugement qu'on prononce peut avoir pour but de satisfaire des émotions de ce genre. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Généralement, les gens, peu importe si on a raison ou pas, et si c'est une raison justifiée liée à la religion, par exemple, et une colère qui serait reliée vraiment à un type de message qu'on veut propager, ou bien vraiment reliée à quelque chose de clairement haram que la personne a fait, on va juste regarder la personne qui s'énerve. Pourquoi tu t'énerves, c'est pas grave, ou bien voilà. On ne regardera pas pour quelle raison la personne s'est... Non, on a considéré que si tu es énervé, c'est négatif. Alors que parfois, il y a des colères qui sont justifiées, comme il y a d'autres choses qui sont justifiées, des divisions dans la société qui sont justifiées, notamment avec les prophètes. Alayhum salam, ajmaïn. Les prophètes n'ont pas été pour assurer le maintien de l'ordre social calmement, etc. Non, au contraire. Au contraire. À partir du moment où ils ont touché aux fondamentaux de la société sur laquelle ils prêchaient, les gens n'ont pas accepté. Donc le critère parfois de l'émotion psychique n'a rien à voir. Le jugement qu'on prononce peut avoir pour but de satisfaire des émotions de ce genre. Abu Hamid al-Razali, à la page 147 du livre que je vous avais cité, dit « Certains ont même imaginé qu'égorger un animal est mauvais rationnellement. Une telle croyance pouvait être bien accueillie par la plupart des gens si le législateur n'avait pas adopté une autre attitude. » Donc là, on va dire « Ah oui, il y a du sang qui sort. » Et on le voit très bien dans les sociétés occidentales. Ça reste mal vu quand, par exemple, chez les juifs ou bien les musulmans, on égorge un animal. Cette illusion signalée par Razali n'est qu'un produit de l'instinct de la compassion et de l'attendrissement chez l'homme, d'où le jugement portant dans cette situation sur le caractère bon ou mauvais de la chose et du genre affectif. Il ne fait pas partie du jugement rationnel qui fait l'objet de l'étude. Donc là aussi, on voit très bien aussi les religions qui sont promues en Occident, c'est des religions dites pacifiques, bouddhisme, etc. La paix, toute
tout le monde est égaux, etc., etc. Alors qu'en fait, ça ne veut pas dire la justesse de cette religion, mais c'est lié, encore une fois, à l'émotion psychique des gens. Quatrièmement, la déduction parfaite ou imparfaite peut être à l'origine d'un jugement sur lequel une chose est bonne ou mauvaise. Par exemple, les gens jugent que la répétition d'un acte est ennuyeuse et mauvaise, alors que l'arrêt de la répétition est reposant et bon. Ce genre de jugement est déterminé par des considérations psychiques, sociales et autres. Ils ne peuvent pas être considérés comme des jugements rationnels et par conséquent ils ne font pas partie du sujet discuté. C'est comme si quelqu'un nous dit toi tu fais tout le temps la prière, voilà, pourquoi tu répètes toujours les mêmes choses, les mêmes actes, alors qu'en fait il faut changer un peu, etc. Donc les opinions louables, cinquièmement les opinions louables. Les opinions louables, il s'agit de propositions au sujet desquelles s'accordent les opinions des gens de raison de tous les lieux et de tous les temps en vertu de leur avantage nécessaire pour le maintien de l'ordre social. Ces propositions se formulent conformément au jugement de la raison et n'ont aucune réalité en dehors de l'accord des gens de la raison à leur sujet. C'est la même chose que les propositions premières ou bien les propositions liées à la nature innée que j'ai traitées au tout début dans le point numéro 1. Enfin, c'était pas le point numéro 1, pardon. Je vais revenir. Si, le point numéro 1, la nécessité rationnelle. Les opinions louables, donc elles n'ont aucune réalité en dehors de l'accord des gens de la raison à leur sujet. Les opinions louables ne font pas partie des propositions premières, ni des propositions innées au sujet desquelles la raison prononce ses jugements par nécessité. Le jugement de la raison au sujet de ces opinions est déterminé par l'éducation et la formation du sujet. Par exemple, la justice, la sincérité et le secours des sinistrés sont bons et leurs contraires sont mauvais. Ibn Sina, appelé communément chez les Français en France Avicenne, dans son livre Al-Isharat, je vais vous donner la référence précise. Donc c'est El-Hossein ibn Ali ibn Abdullah ibn Sina, Al-Isharat wa Tanbihat, les gestes et les avertissements, édition imprimée la Haïdariya, Téhéran, 1377 de l'Hégire, 1957 après Jésus-Christ, à la page 219, que nous dit Avicenne, ce sont des opinions que l'homme accepte et reconnaît par elle-même et non par obéissance à sa raison pure, ni à sa sensibilité ni à ses estimations. Par exemple, des jugements comme piller quelqu'un est mauvais, mentir est mauvais et à éviter. C'est justement le jugement de la raison au sujet de ces propositions qui fait l'objet du désaccord entre les Adliya, donc là on en avait parlé déjà, les imamites donc, et le Mortazilite, donc les chiites et les Mortazilites et les Asharites. Il est à noter que la différence peut être problématique entre les opinions louables d'une part et les propositions innées premières. D'autre part, ceci a été signalé par beaucoup de savants. Pourtant, cette différence reste somme toute facile à mettre en évidence, car si on suppose l'existence d'un homme vivant tout seul, qui n'a jamais rencontré personne et qui n'a pas eu une vie sociale, cet homme serait capable de douter de la vérité des propositions comme la sincérité est bonne et le mensonge est mauvais, alors qu'il ne serait pas face à une proposition comme le tout est plus grand que la partie. Puisque le fait qu'il a été confronté à personne, comment il peut savoir si le mensonge est mauvais, par exemple. Donc Ibn Sina nous dit aussi là, si tu veux connaître la différence entre la connaissance innée, fêtrie, et la connaissance acquise du fait qu'elle est largement connue, examine à la lumière de l'instinct, elle fêtera les deux propositions, la justice est bonne et le mensonge est mauvais. Essaie de douter de leur vérité. Tu constateras que ce doute est possible, alors qu'il n'est pas au sujet de la proposition, le tout est plus grand que le premier, que la partie. C'est une vérité immuable, rien ne change. L'univers à laquelle on vit, on est seul, on est en société, on est n'importe où, le tout restera toujours plus grand que la partie. Le tout est plus grand que la partie qui constitue une vérité première. Ça c'est dans le livre d'Ibn Sina, Najat fil Hikma al-Mantiqiyya wa Tabiriyya wa al-Ilayya. Le salut dans le domaine de la sagesse logique, naturelle et théologique, page 63, deuxième édition Dar al-Shahada, Saada, pardon, Égypte, 1938. Donc il existe selon les savants trois différences entre les deux genres de propositions. Les propositions premières font l'objet des jugements de la raison théorique, alors que les opinions louables font l'objet de la raison pratique. C'est lié à la raison pratique, donc à l'armal, les relations, c'est lié aux gens, ou bien à nos actions. Alors que les propositions premières, c'est clair, ça sera toujours semblable. B. Les propositions premières ont une réalité extérieure alors que les opinions louables n'ont d'autre réalité que l'accord à leur sujet des gens de la raison.
C. Les propositions premières peuvent être formulées par tout homme de raison à partir du moment où il se représente les deux prémices de chacune d'entre elles, alors que les opinions louables ne sont pas nécessairement formulées par tout homme de raison qui, se référant à sa seule subjectivité, ne les reconnaît pas par éducation et formation. Il peut rejeter ces choses-là. C. Non, pardon. 6. Le caractère humain. Juger qu'une chose est bonne ou mauvaise peut être en rapport avec le caractère. Le caractère ou le comportement. Spécifiquement humain, comme la générosité, le courage, la charité, on juge par exemple que l'acte de générosité fait partie de ce qui doit être fait et son auteur doit être loué. Par contre, l'acte d'avarice fait partie de ce qui ne doit pas être fait et son auteur doit être blâmé. Ces jugements peuvent être parfois occasionnés par le seul caractère humain et sans aucune considération des avantages et des inconvénients de l'acte. Dans ce cas, ces jugements ne sont pas rationnels et par conséquent, ils ne font pas partie du sujet discuté. Mais il arrive aussi que ces jugements soient prononcés en fonction des avantages généraux de l'acte et de leur état d'être parfait ou imparfait. Dans ce cas, ils font partie des opinions louables et par conséquent, ils sont concernés par le sujet discuté. Ça, c'est dans le livre de Mohamed Reda al-Mudaffar, rahmatullah alayh, El-Mantiq, la logique, tome 3, page 331, troisième édition, Madba'at el-Norman, Najaf, 1388 de l'Hégire, 1968, après Jésus-Christ. On peut conclure que tout ce qui fait partie des opinions louables concerne le sujet discuté. Et tout ce qui ne fait pas partie d'elle ne le concerne pas, ou bien parce qu'il ne fait pas partie du sujet, ou bien parce qu'il ne fait pas partie des jugements rationnels. Il s'agit de jugements acceptés et reconnus par tous, car ils tiennent leur validité de la nécessité rationnelle. La prochaine fois, j'ai séparé pour ne pas rester trop long. Nous serons dans le C, le bon en soi et le mauvais en soi. أكتفي بهذا القدر صلى الله على محمد وأطهاره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله